Bonjour à tous, je m'appelle Ross Wallace, je suis directeur chez Census Health et conseiller auprès de la Resilient Healthcare Coalition. J'ai le grand plaisir d'accueillir un si grand nombre d'entre vous pour une conversation fascinante, importante et opportune sur le pouvoir de la médecine de précision. Je ferai quelques brèves remarques introductives et j'aiderai à gérer les questions-réponses à la fin de cette session, mais pour l'instant, nous allons donner 1 minute ou 2 de plus aux personnes qui s'inscrivent, donc pour pouvoir accueillir tout le monde et nous entrerons donc dans le vif du sujet. Très bien, commençons. Je sais que les gens vont entrer et sortir au fur et à mesure de cet événement et dans certaines parties de ce beau grand pays, c'est certainement déjà l'heure du déjeuner, donc nous savons que les gens font du multitâche et nous voulons respecter votre temps et votre volonté d'en passer donc une partie avec nous aujourd'hui. Donc allons-y sans plus attendre. Je vais donc commencer par reconnaître notre territoire, qui est évidemment un élément extrêmement important de la situation dans laquelle nous nous trouvons en tant que pays, en tant que communauté. J'aimerais commencer par saluer les peuples autochtones de toutes les terres sur lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui. Bien que nous rencontrions aujourd'hui donc sur une plateforme virtuelle, j'aimerais prendre un moment pour reconnaître l'importance du territoire que chacun d'entre nous appelle son chez-soi. Étant résident à Toronto, je reconnais que la terre sur laquelle je me trouve est le territoire traditionnel de nombreuses nations, notamment les Mississauga du Crédit, les Anishinaabe, les Chippewa, les Haudenosaunee, les Wendat, et qu'elle abrite aujourd'hui de nombreuses Premières Nations, des Inuits et des Métis. Nous reconnaissons également que Toronto est couverte par le traité 13 et les Mississauga du Crédit. Et comme beaucoup d'entre vous viennent de tout le Canada, nous reconnaissons et réaffirmons le territoire ancestral et non cédé de tous les Inuits, Métis et membres des Premières Nations qui vivent dans cette nation d'un océan à l'autre. Nous le faisons pour réaffirmer notre engagement et notre responsabilité dans l'amélioration des relations entre les nations et dans l'amélioration de notre propre compréhension des peuples autochtones locaux et de leur culture. Donc, sur ce, permettez-moi de prendre quelques instants pour vous présenter un peu le contexte dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui et la Resilient Healthcare Coalition. Donc, stimulée par d'importantes avancées dans le domaine de la recherche biomédicale, dont vous avez tous entendu parler, les systèmes de santé canadiens sont à l'aube d'une nouvelle ère, celle de la médecine de précision. Mais il ne sera pas possible de saisir la promesse de cette nouvelle ère que si un large éventail de partenaires, des décideurs ou groupes de patients, en passant par les cliniciens et les innovateurs, peuvent s'unir pour atteindre un certain nombre d'objectifs, améliorer le remboursement des tests génétiques, optimiser l'utilisation des preuves empiriques pour réduire l'incertitude des payeurs et des décideurs et accélérer le développement et la mise en œuvre d'accords de gestion des entrées. Il s'agit donc de buts et d'objectifs interconnectés qui font tous partie de la capture des promesses de ce nouveau monde dont nous sommes à l'aube et dont nous commençons déjà franchement à voir les plus grandes opportunités. C'est vraiment le sujet primordial sur lequel nous allons passer donc les 85 prochaines minutes à parler de ce sujet aujourd'hui. Et j'ai le grand plaisir d'être ici pour représenter une organisation appelée Resilient Healthcare Coalition, la coalition pour des soins de santé résilients. Pour ceux qui ne connaissent pas la RHC, notre objectif est de créer des systèmes de santé plus résilients au Canada, capables de fournir des meilleurs soins, plutôt de manière plus efficace, donc en s'appuyant sur un écosystème des sciences de la vie au niveau mondial. Et pour nous et les 13 organisations que vous voyez ici qui représentent notre comité directeur, cela signifie en réalité 2 objectifs principaux et primordiaux. Le premier est d'accélérer l'adoption de technologies de santé innovantes. Le second est d'exploiter les données relatives aux soins de santé pour mieux soutenir la résilience du système et les soins aux patients et de veiller à ce que nous disposions de toutes les données, de toutes les informations nécessaires pour réduire l'incertitude, partager les risques et parvenir à un accès plus rapide, meilleur et plus complet aux diagnostics, aux thérapies, aux vaccins et aux appareils médicaux. Voici donc RHC, c'est un plaisir pour moi d'être ici en son nom aujourd'hui. Je pense que c'est pour moi une excellente occasion de passer le micro à Luz Binder, qui, pour beaucoup d'entre vous ici présents, n'a pas besoin d'être présentée, mais je vais simplement vous la présenter dans cette conversation en tant que, entre autres, consultante en politique de santé auprès de la fondation Save Your Skin et une véritable force motrice derrière la question
de la médecine de précision et de son potentiel, de ses opportunités. Donc Louise, je vous cède la parole pour que vous nous expliquiez un peu pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, l'organisation que vous représentez et l'analyse de rentabilité qui sous-tend une grande partie de la conversation que nous aurons. Merci Ross, merci à toutes celles et ceux qui ont pris le temps de se joindre à nous aujourd'hui, ainsi qu'à mes collègues panélistes. Alors Connected est un réseau qui a vu le jour il y a environ 7 ans. Il s'agit d'un réseau d'organisations nationales de patients qui ont commencé à reconnaître que la médecine de précision prenait de l'importance dans le paysage de la recherche et des traitements en oncologie. Et c'est ainsi que nous nous sommes réunis, un certain nombre d'entre nous, avec le mandat de veiller à ce qu'il existe au Canada un environnement permettant aux patients atteints de cancer d'avoir accès aux thérapies anticancéreuses, y compris à la médecine de précision. Donc nos groupes de patients se sont réunis pour promouvoir une meilleure éducation, une meilleure compréhension des thérapies, afin de garantir aux Canadiens un accès égal et opportun à ces thérapies, aux diagnostics compagnons et aux soins de soutien. Et notre première étape a consisté à créer un document de base décrivant en quelque sorte le paysage, tant sur le plan historique que sur celui de la situation actuelle. Et ce document est ce que nous appelons notre analyse de rentabilité de la médecine de précision, que nous avons intitulé en anglais Getting Better Faster, The Case for Optimizing Access to Precision Medicine in the Wake of the Revolution in Cancer Care. Donc c'est s'améliorer plus vite et l'analyse de rentabilité de l'optimisation de l'accès à la médecine de précision dans le sillage de la révolution des soins contre le cancer. Ross, je vous laisse intervenir. Ross, tu es en sourdine. Merci. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de lire cette analyse, il s'agit d'un travail incroyablement solide et impressionnant. Donc merci Louise d'en avoir fait l'introduction. Je sais que de nombreux éléments et clés de voûte de ce rapport seront évoqués et abordés au cours de cette conversation. Vous avez fait un excellent travail pour nous mettre sur la voie. Donc je voudrais juste faire une petite note, une petite mise au point avant de présenter les autres panélistes. Nous utilisons le format formel d'un webinaire par Zoom, pour Zoom. C'est pourquoi vous pouvez nous voir, mais nous ne pouvons pas vous voir. Donc, compte tenu du grand nombre de personnes qui ont répondu à cette invitation, nous avions près de 115 ce matin, il y a beaucoup de personnes qui vont vouloir participer à cette conversation et nous ne pouvons que nous réjouir de ces chiffres et de l'occasion qui nous est donnée de maximiser votre engagement. Donc, c'est pourquoi nous allons utiliser la fonction formelle de questions-réponses au bas de votre écran. Vous verrez l'icône qui montre quelque chose qui ressemble à 2 petites bulles de texte qui se chevauchent. Cela vous permettra de partager vos réflexions, vos points de vue, vos questions avec nous tous. Et nous espérons que nous pourrons ainsi déterminer où les questions se chevauchent sa ligne afin que nous puissions donc les regrouper un peu et diriger l'orchestre, pour le dire ainsi, avec nos panélistes vers la fin de cette conversation pour nous assurer que nous couvrons un éventail de sujets aussi large que possible de la part du plus grand nombre d'entre vous lors de cette session de questions-réponses à l'issue des remarques formelles. Donc, n'hésitez pas à utiliser la fonction Q&A aussi souvent dès que possible et nous ferons de notre mieux pour répondre au plus grand nombre possible de questions. Voici donc ce que vous devez principalement retenir d'un point de vue administratif. Alors, permettez-moi de prendre un moment pour souhaiter officiellement la bienvenue aux 3 panélistes qui se joignent à Louise pour cette conversation et pour leur exprimer ma gratitude et mon appréciation. Alors, dans l'ordre, s'exprimeront Filomena Servideo Italiano, qui est présidente directeur général du réseau de ressources et d'action contre le cancer colorectal, et Dr. Winston Chung, qui est directeur principal des résultats en oncologie à l'Université de Calgary, et Mike Doang, qui est responsable de l'innovation chez Roche Canada. Vous les entendrez tour à tour de rôle, donc en commençant par Philomena. Et Louise, donc je pense que je peux maintenant vous passer la parole pour voir si vous avez quelque chose à ajouter avant que nous prêtions le micro à Philomena. Très bien. Louise, pouvons-nous donc laisser la parole à Philomena ou vouliez-vous ajouter quelque chose? Oui, non, il me faut juste une petite minute pour activer tous ces boutons. Je voulais juste donner un peu de contexte à l'analyse de rentabilisation et plus particulièrement un contexte plus récent. Comme vous le savez peut-être, et merci Ross pour vos aimables commentaires sur cette analyse de rentabilisation, nous avons lancé récemment à l'occasion du sommet Biocan RX. Puis nous l'avons fait suivre dans 2 jours de webinaire consacrés à l'examen plus approfondi du contenu de cette analyse de rentabilisation.
Et ce que les médecins qui traitent ces patients nous ont dit lors de ces webinaires, c'est que les patients en oncologie veulent de l'espoir et de la recherche pour que cet espoir devienne réalité. Et les thérapies innovantes, y compris la médecine de précision, apportent assurément de la recherche et de l'espoir. Et ces innovations dans le domaine du cancer se développant à une vitesse fulgurante, les politiques de santé doivent suivre le rythme de l'innovation afin d'optimiser l'accès des patients à ces thérapies novatrices. D'autres pays l'ont fait en reconnaissant la valeur non seulement pour les soins aux patients, mais aussi pour les coûts, les capacités et les ressources des soins de santé, et en fin de compte pour l'économie. Jusqu'à présent, le Canada ne l'a pas fait, faisant ce que je qualifierais de quelques pas très timides vers la reconnaissance des éléments nécessaires à la médecine de précision. Le docteur Shakil Kassim a déclaré lors de notre séminaire en ligne qu'il fallait sensibiliser les décideurs à l'évolution de la prise en charge du cancer. L'analyse de rentabilisation a donc été élaborée pour sensibiliser les diverses parties prenantes, y compris les décideurs politiques, à la valeur de la médecine de précision en oncologie et pour fournir des recommandations sur la manière de réaliser les changements nécessaires. Nous allons parler aujourd'hui de trois de ces éléments. Et ces trois éléments clés permettront d'offrir une médecine de précision tout en garantissant la viabilité du système de soins de santé. Alors, tout d'abord, nous avons besoin de biomarqueurs et de tests génomiques et Philomena va nous parler des rôles qu'ils jouent. Ensuite, nous en apprendrons plus sur les preuves concrètes, sur leur définition, la manière de les récupérer et leur rôle sur les analyses à long terme de la médecine de précision. Enfin, Michael Duong décrira un troisième élément nécessaire au bon fonctionnement des systèmes de médecine de précision, à savoir les accords d'entrée gérés, les accords entre le fabricant et les payeurs publics, et parfois appelés accords de partage des risques ou de paiement à la performance. Donc Philomena, je vous laisse la parole pour la première discussion. Merci beaucoup Louise. Donc permettez-moi de présenter mes diapositives. Louise, voyez-vous mes diapositives? Oui, c'est très bon, c'est bien, c'est parfait Philomena. Elles sont parfaites, très bien, merci. Bonjour mesdames et messieurs, donc j'aimerais remercier les organisateurs de m'avoir invité à participer aujourd'hui. Je leur en suis très reconnaissante. On m'a demandé de parler de l'importance et de la nécessité du profilage génomique au Canada. Nous savons tous qu'il n'y a pas deux personnes identiques et qu'il n'y a pas deux cancers identiques. Alors pourquoi traiter les cancers des patients de manière identique? Et c'est sur cette base que la médecine de précision a été fondée. Si la chimiothérapie peut être très efficace et constitue le pilier du traitement du cancer pour de nombreux patients, nous savons qu'elle s'accompagne également de nombreux effets secondaires potentiels. Donc l'objectif de la médecine de précision et de l'oncologie de précision est donc de fournir un traitement ciblant spécifiquement la forme unique de cancer du patient, sur la base des mutations génétiques individuelles du patient, des altérations qui alimentent la croissance et la propagation du cancer. Et l'espoir est qu'il y aura moins d'effets secondaires. Donc l'analogie que j'aime utiliser pour expliquer la médecine de précision en patients est celle du missile à tête chercheuse. Tout comme les missiles à tête chercheuse recherchent des sources de chaleur pour guider l'arme vers une cible, les médicaments de précision, les thérapies ciblées, se concentrent sur un marqueur génétique spécifique du cancer et recherchent le cancer dans le corps, empêchent le cancer de se diviser et de se développer, épargnent les cellules saines et limitent les effets secondaires, ce qui, comme nous le savons tous, est très recherché par les patients. Et si je le peux, j'aime partager la bande dessinée avec les patients pour les aider à consolider ce concept. Donc nous savons que les résultats des tests des biomarqueurs peuvent certainement contribuer à éclairer les décisions cliniques et la sélection
de ces médicaments de précision d'une importance cruciale, car elles fournissent aux cliniciens les informations qu'ils recherchent concernant la nature et les caractéristiques spécifiques du cancer du patient, en particulier les caractéristiques génétiques, le profil moléculaire du cancer, la prise en compte des facteurs de risque et les effets secondaires, et sa croissance de survie. Ainsi, bien que de nombreux gènes puissent être testés, seule une poignée d'entre eux sont généralement signalés pour lesquels il existe des indications, ce qui explique certaines limites dans la prise en charge du cancer métastatique. En ce qui concerne l'accès aux soins, l'accès aux résultats des tests de biomarqueurs, le CRAN CRAN a interrogé 11 groupes de défense des patients pour tenter de recueillir leur point de vue sur les difficultés ou les obstacles rencontrés par leur population respective. Les 3 principaux obstacles ou défis signalés sont, premièrement, le manque d'accès en temps voulu aux tests et à la communication des résultats pour aider à éclairer les décisions cliniques, ce qui n'est pas surprenant car c'est le premier défi signalé par les groupes. Alors, dans un monde parfait, les résultats des tests de biomarqueurs devraient être disponibles dès la première rencontre avec l'oncologue médical. Mais ce n'est souvent pas le cas. Les tests réflexes effectués en interne constituent véritablement la norme de référence, mais lorsque les échantillons doivent être envoyés à un laboratoire extérieur, les délais d'exécution peuvent être longs et variables pour obtenir ces résultats. Et de plus, les oncologues sont souvent les derniers à être impliqués dans le parcours diagnostique du patient, car les patients viennent en oncologie après avoir consulté d'autres spécialistes pour des biopsies ou des interventions. Deuxièmement, le manque d'éducation et de sensibilisation des patients aux tests de biomarqueurs est dû en partie au fait que les cliniciens n'abordent pas la question des tests de biomarqueurs avec leurs patients, non pas parce qu'ils ne veulent pas le faire, mais par manque de temps ou parce qu'ils estiment que le sujet est trop compliqué pour être abordé avec le patient, ainsi que pour toute une série d'autres raisons que nous avons réussi à consigner dans le manuscrit post-conférence que nous avons rédigé. Et troisièmement, les disparités inter- et intra-provinciales en ce qui concerne les tests des biomarqueurs, l'accès, le financement et les cloisonnements qui existent au sein des institutions et entre les provinces. Alors, bien que le Canada dispose d'un système de soins de santé que nous considérons comme universel, il ne l'est pas réellement dans le sens d'un accès équitable aux soins et il est fragmenté au sein des provinces entre elles. Les disparités sont souvent d'ordre géographique. Les habitats des centres urbains ont plus de chances de subir une biopsie dans un grand centre universitaire disposant de tests de biomarqueurs en interne que ceux qui vivent dans les zones rurales éloignées. Alors, en outre, au sein d'une même province, le financement institutionnel et l'expertise nécessaire à la réalisation des tests de biomarqueurs peuvent varier d'un site à l'autre. Donc, dans l'idéal, il s'agirait donc de contribuer à la sélection de médicaments de précision. Un seul test serait en mesure de fournir tous les tests de biomarqueurs requis, contrairement aux tests de biomarqueurs séquentiels utilisant différentes techniques qui ajoutent au délai d'exécution et consomment du tissu à partir d'un échantillon de biopsie souvent limité. Et ceci peut être réalisé avec un large panel de séquençage de nouvelle génération considérés comme l'étalon or pour le test des biomarqueurs pour la plupart des types de tumeurs. Les panels NGS sont capables de tester simultanément des centaines de biomarqueurs d'ADN et d'ARN et constituent la base des programmes d'analyse génomique complète au Canada et dans le monde entier. Le CGP est une approche qui permet d'évaluer la plupart, voire la totalité des gènes cliniquement significatifs, ce qui inclut les biomarqueurs pertinents pour le cancer afin d'éclairer le choix du traitement et de surveiller la réponse thérapeutique. Alors, permettez-moi de conclure rapidement sur les raisons pour lesquelles la PCG est absolument nécessaire pour nos populations de patients atteints de cancer métastatique. Alors, bien que le cancer soit toujours classé en fonction du type de tissu ou de la partie du corps dans laquelle il prend naissance, comme le poumon, le cerveau, le sein, le côlon, le pancréas et ainsi de suite, nous sommes certainement les témoins directs d'un changement radical. Les chercheurs et les cliniciens identifient désormais les empreintes moléculaires de divers cancers et les utilisent
pour diviser des cancers autrefois classés en grandes catégories, en types, en sous-types beaucoup plus précis. Il découvre également que les cancers qui se développent dans des parties du corps totalement différentes peuvent parfois avoir beaucoup de points communs sur le plan moléculaire en raison des moteurs moléculaires qui alimentent la croissance et la propagation du cancer. Le profilage génomique complet que nous connaissons tous cherche à tester ces centaines de gènes pour détecter d'éventuelles mutations à l'aide d'un seul test. Nos patients atteints d'un cancer avancé épuisent les thérapies standards et d'autres ne répondent pas très bien à ces thérapies médicamenteuses, ce qui soulève la question de savoir si une approche plus intuitive de la gestion de leur maladie avancée est nécessaire. Et c'est là que réside le besoin non satisfait et l'importance de la PGC. Les cliniciens peuvent choisir des traitements basés sur la signature ADN et ARN de la tumeur d'un patient, ce que le PGC peut fournir assez rapidement. Si une mutation, une altération exploitable est identifiée par la PGC, elle peut être exploitée en accédant à sa médecine de précision pour aider potentiellement à gérer le cancer du patient par le biais d'un essai clinique spécifique ou diagnostique, et oui, même si ce n'est pas idéal, en tant que thérapie médicamenteuse non indiquée sur l'étiquette à laquelle les patients peuvent accéder en payant eux-mêmes ou, s'ils ont la chance de la trouver, par le biais d'un programme d'accès compassionnel. Nous reconnaissons qu'il existe des obstacles importants et que nous devons relever des défis tels que les questions de coûts, d'infrastructures, l'informatique, les ressources humaines, et le manque d'éducation sur le sujet pour nous aider à mettre en œuvre et à accélérer l'accès précoce à l'information. Mais en nous rassemblant pour parler d'une seule voix, nous pourrons les surmonter plus tôt que plus tard. Donc les patients atteints d'un cancer avancé qui ont participé à notre conférence sur les biomarqueurs en juin dernier ont parlé d'une méthode de traitement du cancer métastatique dépassée. Traiter leur cancer sur la base de l'origine anatomique de leur tumeur peut en fait être une approche moins intuitive que celle à laquelle j'ai fait référence précédemment par rapport au ciblage des mutations moléculaires qui entraînent la croissance et la propagation de leur cancer sur la base de leur expérience d'accès au PGC, où une mutation actionnable a été identifiée et traitée avec succès. Donc l'espoir est d'accroître les efforts de collaboration entre tous les détenteurs d'enjeux afin d'exploiter et de véritablement exploiter le plein potentiel de l'oncologie de précision, ce qui inclut le fait que la PGC devienne une norme de soins dans la gestion du cancer métastatique au Canada un jour. Les résultats peuvent aider à éclairer les décisions cliniques concernant les options de traitement, sachant qu'il existe des disparités de remboursement à travers le Canada. Et les résultats peuvent aider à éclairer les décisions cliniques concernant les options de traitement, sachant qu'il existe des disparités de remboursement à travers le Canada. En tant que communauté, nous devrions nous efforcer d'obtenir le séquençage génomique de la tumeur de chaque patient atteint d'un cancer métastatique afin de lui offrir les meilleures chances de survie et une meilleure qualité de vie. Il serait impensable de ne pas produire de rapport de pathologie. Il devrait peut-être en être de même pour le PGC. La médecine de précision, la bonne thérapie pour le bon patient, à la bonne dose, au bon moment, une valeur accrue pour l'ensemble de l'écosystème des soins de santé. Je vous remercie, mesdames et messieurs. J'attends avec impatience les questions et les commentaires. Louise, vous êtes en sourdine? Vous êtes toujours en sourdine, Louise. Je vous garantis que tout ce que vous dites est extraordinaire, mais malheureusement, nous ne vous entendons toujours pas. Ah, merci, Philomena. Mon micro n'arrête pas de s'éteindre, de se rallumer. Alors, ce que j'essaie de dire pour cette description très instructive et informative, et merci de souligner l'importance du profilage génomique dans la médecine de précision. Je me tourne donc vers vous désormais, Winston, et j'aimerais savoir ce que vous pensez. Dr. Sandy Sadev a récemment déclaré que les défis liés à l'obtention et à l'accès à la médecine de précision
comprennent la nécessité d'accepter certaines choses, y compris les critères de substitution, les critères empiriques et les nouveaux modèles d'essai. Les payeurs publics nous disent que les tests décrits par Philomena et les traitements de médecine de précision sont coûteux et nous ne savons souvent pas s'ils seront efficaces et sûrs à long terme. Donc, qu'est-ce qu'une preuve empirique et comment peut-elle jouer un rôle dans la réponse aux préoccupations des payeurs? Je pense que j'aborderai ce sujet en détail dans mon exposé à venir, mais en tant que scientifique des données et chercheur en matière de données rurales, j'estime que les preuves empiriques ont un rôle majeur à jouer pour combler les lacunes en matière de données probantes. Comme vous le savez, les essais cliniques portent souvent sur des populations de patients très spécifiques et leur suivi est généralement très limité. Donc c'est pourquoi les payeurs ne sont pas à l'aise avec l'incertitude, avec les questions auxquelles les essais cliniques ne peuvent pas répondre. Je pense donc que nous devons sortir des sentiers battus. Je pense que les payeurs et les décideurs changent lentement d'avis, qu'ils sont de plus en plus ouverts à ces données d'essais non cliniques. Mais alors, le pendule n'évolue peut-être pas aussi vite que nous le souhaitions, ou du moins que ce groupe le souhaite, mais je pense qu'il évolue. Je pense donc que c'est très encourageant et je suis optimiste. Vous savez, dans un avenir proche, j'espère qu'il y aura une plus grande acceptation de ces différentes sources de données et de ces différentes sources de preuves également. Merci beaucoup, Winston. Alors, pourquoi ne pas vous donner l'occasion de présenter vos diapositives et d'enrichir la conversation qu'a déjà entamée Philomène. Merci encore de m'avoir invité à intervenir aujourd'hui. Je suis très enthousiaste à l'idée de me joindre à cet éminent groupe d'experts. Alors, on m'a demandé aujourd'hui de parler de l'importance des données empiriques dans la médecine de précision. Les sujets que l'on m'a demandé d'aborder au cours des 5 à 10 prochaines minutes sont les suivants. On m'a demandé de définir ce que signifient pour moi les preuves empiriques, comment elles s'inscrivent dans le contexte de la médecine de précision et en particulier de l'oncologie de précision, de parler très brièvement à un niveau très élevé de certains des obstacles à l'intégration des preuves empiriques et enfin de souligner quelques exemples de la façon dont les preuves empiriques ont été mises en œuvre avec succès et efficacité dans les décisions des payeurs ou des organes de décision. Alors, en préambule, je tiens à dire que je me sens souvent un peu à l'écart de ces présentations sur la médecine de précision, car il n'est pas rare que les parties prenantes considèrent que la médecine de précision et la médecine empirique sont très différentes et qu'elles se situent à des extrémités différentes donc, du spectre. Je pense donc qu'une partie de mon activité est de vous convaincre que les deux sont plus liés qu'on ne le pense. Donc tout d'abord, je vais définir ce que signifient pour moi les preuves empiriques. Il s'agit d'un terme générique très large et j'utiliserai à nouveau le terme générique de nomenclature dans une prochaine diapo. Il s'agit d'une définition très large qui fait référence à toute curation ou collecte appropriée de données, puis à l'analyse avancée de ces données provenant de toutes les sources au-delà des essais cliniques conventionnels. Donc, comme vous pouvez probablement en témoigner, cela peut englober l'examen des dossiers, les études d'enquête, les études qualitatives, bref, toute la gamme. Mais la raison pour laquelle les preuves empiriques ont gagné en importance ces dernières années, eh bien, c'est que l'on prend de plus en plus conscience du fait que les essais cliniques ne sont pas le scénario du monde réel. Dans les essais cliniques, c'est souvent une population de patients très homogène qui est recrutée. Les patients sont généralement plus jeunes. Il s'agit donc généralement de personnes plus jeunes et en meilleure forme physique. Et en général, il semble y avoir une affinité pour ceux qui vivent dans les zones urbaines pour participer aux essais, parce qu'il y a plus d'accès à ces essais dans les grands centres urbains. En tant que clinicien, nous constatons une grande hétérogénéité dans les patients que nous voyons. Ainsi, les patients plus âgés, les personnes plus fragiles
ainsi que ceux qui vivent plus loin, encore une fois, il y a une certaine déconnexion. Et la question qui se pose maintenant est la suivante. Comment appliquer les résultats des essais cliniques à des populations de patients qui ont généralement été exclus de la participation aux essais? En raison de ce décalage, il existe un réel manque de données probantes. Les payeurs doivent donc produire des preuves, les interpréter afin d'avoir la certitude que les médicaments qu'ils sont susceptibles de financer seront réellement efficaces dans la population rurale. C'est donc l'une des principales raisons de l'intérêt que suscitent aujourd'hui les preuves empiriques. Donc, comment les preuves empiriques s'inscrivent-elles dans le contexte de la médecine de précision? Alors, la médecine de précision, pour reprendre les propos de Philomena, est très enthousiasmante, c'est très innovante et je pense que tous les patients devraient avoir accès à ces nouveaux tests. Cependant, comme je l'ai déjà mentionné, en général, ces tests sont plus facilement accessibles et ne sont disponibles que pour une sélection de patients au sein de la population. En général, ce sont les jeunes, ceux qui vivent dans les grands centres urbains et, dans certains cas, parce qu'il y a des frais de déplacement et d'absence de travail, ils sélectionnent et favorisent les personnes ayant un statut socio-économique plus élevé. Donc la question qui se pose est la suivante. Ces tests sont excellents, ils sont très importants, nous voulons les utiliser. Mais comment étendre leur utilisation, les faire rembourser et maintenir leur mise en œuvre à long terme? Je pense que c'est là que les preuves empiriques ont toute leur place, car la plupart de nos projets à ce jour sont axés sur l'étude des différences entre les zones urbaines et les zones rurales, sur les personnes qui ont accès aux soins, celles qui n'y ont pas accès, sur d'autres disparités fondées sur la géographie, le statut socio-économique, le niveau de revenus ou le niveau d'instruction et d'éducation. Il est donc très important de comprendre ces écarts ou ces disparités pour savoir comment mettre en œuvre ces tests à un niveau plus large et plus complet, basé sur la population. Alors, ceci étant dit, Louise a posé une question ou un commentaire d'un de mes collègues qui disait comment pouvons-nous mieux intégrer les preuves empiriques? Comment pouvons-nous les utiliser plus efficacement pour éclairer nos décisions? Alors, vous savez, je pense que c'est une arme à double tranchant. Il y a 15 ans, lorsque j'ai commencé à travailler dans le domaine des preuves empiriques, on ne parlait pas encore de preuves empiriques, mais de recherche sur les services de santé ou de recherche sur la santé. On parlait de recherche sur les services de santé, donc en matière de santé, et je passais la moitié de mon temps à expliquer aux gens ce que je faisais. Donc je veux dire, à la décharge de l'industrie, que je pense que le changement d'étiquette ou de marque, ce que je fais sous le nom de preuve empirique, RW pour son sigle en anglais, a fait de merveilles. Mais ceci dit, ce n'est pas... moi, je n'ai plus vraiment à me battre pour ce que je fais, mais il n'est pas rare que je me rende à une conférence et que je vois l'expression empirique, entre guillemets, ou monde réel, entre guillemets, utilisée dans 80% des affiches que je vois. Et il s'agit d'un examen du dossier du monde réel, d'une enquête du monde réel. Je pense que l'inconvénient de cette situation est que la qualité des données du monde réel est plus floue. Et je pense que cela compromet la capacité d'information des preuves empiriques, car, encore une fois, les payeurs et les parties prenantes qui prennent des décisions importantes se méfient vraiment des preuves empiriques de mauvaise qualité. C'est pourquoi, de plus en plus, avec mes stagiaires, mon équipe et d'autres collaborateurs, nous essayons d'éduquer et d'informer les individus sur la manière de distinguer les bonnes preuves empiriques des mauvaises. Il s'agit d'un terme générique, mais il nous incombe de distinguer ce qui est bon de ce qui est mauvais. Donc à cet égard, un certain nombre d'initiatives ont été lancées en termes d'outils qui permettent aux gens d'évaluer les études sur les preuves empiriques. Il y a donc la liste de contrôle GRACE, GRACE, le questionnaire e-sport et l'inventaire Robbins Eye. Encore une fois, je n'aurai pas le temps de passer en revue les avantages et les inconvénients de chaque outil, mais il suffit de dire que ces outils sont disponibles et j'encourage vraiment les gens à adopter ces outils afin qu'avec le temps, toutes les bonnes études sur les preuves empiriques remontent à la surface et puissent vraiment être prises en compte et être exploitées au maximum de leur potentiel. Enfin, je voudrais évoquer quelques réussites. Je dirais donc que tout n'est pas sombre. Il y a eu un certain nombre d'exemples, tant aux États-Unis qu'en Europe, où les preuves empiriques ont eu un impact sur les décisions. Alors encore une fois, faute de temps, je n'aurai ni les ressources, donc ni le temps de passer en revue tous les exemples, mais ce que je veux vraiment souligner, c'est que cela fait une différence. Dans certains cas, les preuves empiriques sont utilisées pour documenter le fardeau de la maladie.
quels sont les besoins non satisfaits d'une certaine entité pathologique et la raison pour laquelle nous devrions envisager un essai de phase 1 ou de phase 2 parce qu'un essai de phase 3 n'est pas réalisable. Dans d'autres cas, les gens veulent une étude comparative, mais seule une étude de phase 2 à un seul bras est disponible. Donc les preuves ont également comblé cette lacune en étant utilisées pour générer un contrôle externe ou un contrôle synthétique afin de fournir des informations comparatives sur l'efficacité. Dans la plupart de ces scénarios, je dirais que l'accent est mis sur les aspects suivants des maladies plus rares ou des sous-ensembles rares de tumeurs importantes. Un bon exemple pourrait être celui d'une tumeur rare du cancer du poumon induite par un biomarqueur. Donc le cancer du poumon est très répandu, très commun, mais une tumeur mutée par ROS ou une tumeur alkylée est très rare. Donc encore une fois, même dans ce contexte, les prêts empiriques ont un rôle à jouer. Donc sur une note positive, je pense aussi que lorsque je montre cette diapo, je reçois souvent des commentaires. Je vois la FDA, je vois l'EMA, mais qu'en est-il de Santé Canada et de CADET? Qu'en est-il du Canada? Je dirais, encore une fois, nous avons probablement suivi de très près les traces de la FDA et de l'EMA. Santé Canada et CADET s'intéressent de près à l'incorporation des preuves empiriques. En fait, CADET a publié au début de l'année des orientations sur la manière dont les preuves empiriques devraient être réalisées. Je pense donc, une fois encore, que les choses bougent, les choses évoluent, même si ce n'est pas aussi rapide que nous le souhaiterions. Donc, je vais probablement conclure ma présentation. Je tiens à remercier très rapidement mon équipe, car une grande partie de ce que j'ai décrit ici est le fruit d'un travail d'équipe. Et pour terminer sur une bonne note, le coin supérieur droit de cette diapositive représente le nouveau centre de cancérologie de Calgary. Il est très encourageant de voir que nous aurons 30 à 40 espaces de travail au 9e étage de ce bâtiment dédiés aux preuves empiriques. Je pense donc que les preuves empiriques sont là pour rester. Je pense qu'il y a d'énormes investissements dans les preuves empiriques. Je suis donc optimiste et j'espère que vous en entendrez parler davantage dans les années à venir. Donc je rends la parole à Ross ou à Louise. Merci beaucoup. Merci infiniment, Winston. Je vais donc me tourner vers vous, Mike. Alors, ce que j'entends, c'est qu'en supposant que nous obtenions les tests dont parle Philomena, pour garantir que les patients en oncologie reçoivent la thérapie personnalisée qui leur convient en temps voulu, même après les essais de phase 2, ou avec des essais qui ne sont pas des essais de contrôle randomisé, et si nous suivons les résultats de sécurité et d'efficacité à long terme avec des preuves réelles, il y a un troisième élément à prendre en compte, n'est-ce pas? Il s'agit de ce que l'on appelle parfois les accords de participation gérés qui garantissent que les risques et les coûts sont équitablement partagés entre les parties prenantes qui payent pour ces traitements et les fabricants de ces derniers. Quelle est donc la place de ces accords? Mike, alors que vous réfléchissez donc à cette question de Louise, je voudrais juste rappeler à notre public qui nous a rejoint aujourd'hui d'utiliser l'icône Q&A au bas de vos écrans. Si vous voulez nous faire part de vos questions, eh bien nous ferons en sorte d'optimiser la pertinence de la conversation que vous attendez tous avec impatience une fois que l'exposé de Mike sera terminé et que Louise aura aidé à tout harmoniser. Donc je vous invite à utiliser la fonction Q&A. Nous sommes impatients de recevoir d'autres questions pendant que vous repensez à tout ce que vous avez entendu. Oui, merci Ross. Merci pour cette question, Louise. Alors, pour répondre à votre question, je vais me replonger dans mes diapositives et les intégrer à mon exposé. Alors, je vais prendre une petite minute. Voilà, je vais partager. Voilà. Alors, avant de poursuivre, je tiens à remercier les organisateurs de m'avoir donné l'occasion de discuter de ce sujet. Ce n'est pas un sujet que j'ai abordé récemment, car comme je le dis aux gens, je suis une sorte d'économiste de la santé en voie de guérison, et je ne travaille plus dans le domaine de l'économie de la santé depuis un certain nombre d'années. Mais le fait de me pencher sur ce sujet et sur certains des événements récents qui s'y rapportent m'a fait revivre certains de ces cauchemars d'économistes de la santé. Donc, je vous remercie de m'avoir donné cette occasion. Merci de m'avoir permis de revivre ces douleurs et de m'engager à nouveau dans cette conversation avec la communauté. Alors,
Avant de répondre à votre question, Louise, je pense qu'il est important que nous comprenions bien que ce dessin illustre en quelque sorte la façon dont je conçois l'accès, mais aussi la façon dont je conçois le système que nous essayons de mettre en place. Le système qui, vous le savez, permet aux patients d'accéder aux thérapies et aux technologies de santé les plus innovantes, comme le profilage génomique complet et le système qui utilise également les données du monde réel. Et cela remet en question le rôle de l'accès, comme vous l'avez mentionné, la façon dont, lorsque nous y réfléchissons, si la valeur des données du monde réel et les preuves du monde réel est de nous fournir ce niveau supplémentaire de compréhension de nos produits. Et lorsqu'on réfléchit, donc si la valeur donc, de ces données du monde réel et les preuves du monde réel est de nous fournir ce niveau supplémentaire de compréhension de nos produits et de nous permettre d'obtenir plus d'informations sur ces nouvelles innovations, nous avons en fait besoin que les patients puissent y avoir accès. Et en fait, il s'agit de données réelles, il s'agit de données générées sur les patients qui reçoivent ces thérapies dans la pratique clinique courante, dans les soins fournis par les différents systèmes de santé de notre pays. Et si nous ne disposons pas de moyens d'accès aux patients, nous n'avons pas de mécanisme pour générer des données réelles. Et sans données, nous ne pouvons pas produire de preuves. Et nous devons donc savoir qui va prendre à charge les soins de santé dans une première étape. Donc, pour nous, le défi est de penser davantage comme une machine très bien huilée, mais extrêmement bien intégrée, où tous les rouages doivent agir ensemble et être fonctionnels pour que nous soyons en mesure de concrétiser ces avantages. Alors, je l'ai écrit ici, mais sans accès, donc il n'y a pas de données réelles. Et sans données, il n'y a pas de preuves. Sans preuves, il n'y a pas d'information. Sans information, nous ne pouvons pas continuer à innover, à développer et à mettre sur le marché de nouvelles thérapies. C'est la raison donc pour laquelle nous parlons d'accord de gestion de l'entrée sur le marché, parce que nous devons trouver un moyen de faire fonctionner cette machine, nous devons trouver un moyen d'apporter ces innovations aux patients et de leur permettre d'y accéder. Vous avez probablement remarqué cela lorsque les gens que je observais à travers les noms des participants, eh bien je reconnais plusieurs de ces noms. Certaines personnes dans l'auditoire le sauront mieux que moi, mais pour être certain, il faut reconnaître certainement les différents programmes d'entrée gérés que j'ai présentés ici. Ce que cette diapositive nous apprend, c'est qu'il existe un certain nombre de façons différentes, et elles sont tout à fait adaptées, de permettre aux patients d'accéder à ces innovations pour résoudre certains des défis auxquels nous sommes confrontés. Et vous savez, ce n'est qu'un exemple, mais suivant ce dont vous n'êtes pas sûr, en fonction de ce qui n'est pas tout à fait clair en ce qui concerne de nouveaux produits, est-ce est-ce que vous n'êtes pas certain de pouvoir vous le permettre en tant que système de santé, de contrôler le budget? Il y a différentes façons de gérer donc ces entrées. Vous pouvez avoir des plans basés sur le financement, et nous le faisons tous tout le temps au sein de l'industrie. Mais en ce qui concerne la médecine de précision, ce qui nous préoccupe le plus, c'est l'incertitude du résultat global, ou peut-être la variabilité, parce qu'il s'agit d'une médecine de précision. Il y a des réponses variables d'un patient à l'autre, d'un individu à l'autre, et donc il y a des moyens d'avoir des programmes d'entrée gérés et des accords qui peuvent nous aider à découvrir certaines de ces incertitudes ou à aborder certaines de ces certitudes. La couverture avec le développement de preuves est un excellent moyen de générer des preuves au niveau de la population pour éliminer une grande partie de l'incertitude d'un produit dans les médecines de précision. Et nous savons que en fonction, par exemple, cette mutation, divers autres aspects. Maintenant, nous observons les déterminants sociaux de la santé pour la médecine de précision ou les soins de santé personnalisés. Nous savons qu'il y aura des variables et donc nous pouvons avoir des garanties du résultat. Nous savons que d'autres juridictions ont mis en place des contrôles d'éligibilité des patients, des paiements en fonction des résultats. Il y a beaucoup de façons différentes avec lesquelles nous pouvons gérer l'incertitude de fournir l'accès aux patients, mais sans limiter l'accès. Il s'agit donc de permettre l'accès et de générer les données que nous demandons, les données dont Winston a parlé et qui sont si importantes pour que le système fonctionne.
Cette diapositive nous dit, en faisant un peu de recherche sur ce sujet, que c'est un peu les mêmes pays qui reviennent, n'est-ce pas? J'étais économiste de la santé il y a 10 ans, je le suis toujours hein, techniquement, mais je ne le fais plus. Mais ce sont les mêmes pays qui le font. C'est l'Italie, l'Angleterre, le Royaume-Uni, Espagne, France, l'Allemagne, la Suède et tout un tas d'autres pays européens qui donc en sont des exemples. Et le drapeau du Canada n'est toujours pas là. Je pense que la question se pose lorsque vous considérez ces choses qui sont similaires et ils permettent à ces pays d'accéder aux innovations, aux médicaments de précision, aux thérapies les plus récentes et les plus efficaces. Ils sont également en mesure de gérer certaines de leurs incertitudes, de pouvoir y faire face. Et je n'ai pas mis le drapeau du Canada ici parce qu'il n'a pas été mis en évidence comme des exemples de ce que nous sommes en train de faire ici dans ce pays. Mais je voulais terminer sur une note positive en disant que ce n'est pas que le Canada ne fait rien. Non, c'est simplement que nous n'avons pas mis en place un accord de gestion de l'accès qui nous permette de faire ces choses-là. Je pense que si vous regardez autour de vous, et c'est le travail dans lequel je suis maintenant impliqué, alors que je m'éloigne de l'économie de la santé pour m'intéresser davantage à l'innovation et au travail sur les systèmes de santé du pays, eh bien, lorsque vous observez tous les différents groupes et toutes les différentes organisations à travers notre pays et ce à quoi ils travaillent, nous construisons un système de santé très robuste. Nous sommes déterminés à mettre en place un système de santé très solide qui puisse permettre tout cela. Cette conversation que nous avons ici aujourd'hui, cette idée que nous pouvons permettre l'accès aux médicaments de précision, en oncologie ou dans tout autre domaine thérapeutique, dispose de l'infrastructure nécessaire pour générer des données de très haute qualité afin d'apprendre et d'éliminer l'incertitude et puis de remédier à certaines divergences dans les résultats. Nous développons les fondements de notre système de santé et il y a énormément d'engagement à cet égard. Nous travaillons et nous avons travaillé avec CatMed, comme je l'ai dit, comme Winston l'a dit, pardon, pour comprendre ce qui est une preuve de haute qualité dans le monde réel. Parce que soyons honnêtes, si vous mettez en place un accord d'accès géré et que vous ne disposez pas d'un référentiel de données probantes de haute qualité, solides et réelles, eh bien, vous n'obtenez pas vraiment les données probantes dont vous avez besoin pour éclairer l'information dont vous avez besoin. Donc, nous avons observé l'engagement de la part du gouvernement fédéral à mettre en place un système national de données pan-canadien de haute qualité qui peuvent être utilisées. Nous avons vu un engagement de la part de GATME à travailler sur la façon dont nous pouvons déterminer les besoins en matière de données afin d'éclairer la prise de décision. Nous avons maintenant besoin que le système de santé puisse intervenir et insère le dernier rouage en fournissant l'accès afin que nous puissions continuer à développer cette infrastructure. Nous pouvons continuer à utiliser les données, à accéder aux données, à générer des données sur les machines infectieuses. Et ces machines dont je parle, est ce que nous appelons le système de santé, donc apprentissage. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est un système que nous décrivons ici en termes d'utilisation des données, de production de preuves, de prise de décision éclairée, puis de réinjection de tout cela dans le moteur de recherche et de développement pour créer de meilleures thérapies. Je fais également partie de notre organisation qui s'appelle le Réseau canadien d'innovation en soins de santé personnalisés. Et c'est une organisation qui favorise les collaborations nécessaires pour faire avancer les choses. Ce n'est pas quelque chose qu'une organisation peut faire seule ou devrait faire individuellement dans sa propre petite partie du monde de la santé. Non, nous devons tous nous rassembler et travailler ensemble sur ce sujet. Ça fait partie de ce que nous faisons au CFIN. Réunir cette industrie, rassembler le gouvernement, les organisations du secteur public, les hôpitaux, les institutions académiques, et nous pouvons tous travailler ensemble et pouvoir le développer. Je pense que le message le plus important que je laisserai à tout le monde ici, c'est que il ne s'agit pas d'un processus séquentiel. Nous ne devons pas attendre de développer l'infrastructure de données parfaite au Canada avant d'avoir des accords d'entrée gérés menant à la génération de données. Nous
pouvons tous faire cela en tandem, nous pouvons tous le faire ensemble. Nous disposons de référentiels de données de très grande qualité, comme Winston vient de le mentionner, par exemple en Alberta, avec O2 et une expertise de grande qualité dans ces domaines. Et donc toutes ces choses-là que nous pouvons faire alors que nous développons les outils avec donc les politiques idéales. Voilà, donc je m'en tiendrai donc à cela et nous passerons peut-être maintenant aux questions et réponses. Merci beaucoup, Michael. Donc c'était intéressant ce que vous venez de décrire, les rouages du système. Et au Canada, nous avons énormément de rouages, n'est-ce pas? Et nous commençons avec les patients qui ont vraiment besoin d'avoir un accès rapide à des médicaments dont ils ont cruellement besoin, en particulier en oncologie. La Santé Canada a entamé le processus en déterminant si les médicaments qui entrent au Canada sont sûrs et efficaces. Et ensuite, le Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés pose la question suivante. Le prix auquel le fabricant veut vendre le médicament au Canada est excessif. Et donc, à ce stade, nous n'avons même pas des payeurs publics dans le processus. Ensuite, nous passons aux payeurs publics pour discuter des décisions de payer ou de ne pas payer les médicaments avec les deniers publics. Et nous utilisons, comme vous l'avez mentionné, donc cette technologie connected pour pouvoir analyser les preuves de la valeur pour le système. Et donc, nous disposons aussi d'un autre rouage qui est l'Alliance pharmaceutique pan-canadienne qui négocie les prix avec les payeurs publics ainsi qu'avec les fabricants afin de déterminer ce que les payeurs publics sont prêts à payer pour ces médicaments. Et c'est là qu'interviennent évidemment les accords de gestion des entrées. Mais cela ne s'arrête pas là. Il revient ensuite à chaque province de prendre sa propre décision quant au remboursement public d'un médicament donné. Et cela fait beaucoup de rouages, n'est-ce pas? Et donc, il est difficile de les huiler tous, et comme vous l'avez dit, de ne pas essayer de les faire fonctionner de manière séquentielle. Et donc, c'est un défi. Donc, il ne fait aucun doute que l'ensemble du processus est long et que les patients attendent. Mais d'un autre côté, les payeurs doivent s'assurer de la valeur du médicament. Sinon, ils paient pour des médicaments qui n'ont que peu de valeur. Donc, la position de chacun est tout à fait équitable. Cependant, la science fait des progrès incroyables dans le domaine du cancer et apparemment du jour au lendemain, grâce à l'utilisation de biomarqueurs et de tests génomiques, à la collecte et à l'analyse des données réelles pertinentes et à des accords de gestion des entrées, nous pouvons fournir des médicaments aux patients plus rapidement et garantir un accès équitable aux soins de santé. Et toutes ces recommandations figurent donc dans l'analyse de rentabilité. Et je me contenterai d'en citer 4 qui portent spécifiquement sur ce sujet. Nous avons donc besoin, comme l'a dit Philomena, nous devons intégrer les tests de diagnostic de précision dans le processus des traitements eux-mêmes plutôt que de les cloisonner et les considérer comme distincts. Nous devons également être prêts à examiner les approbations d'essais de phase 2. Et jusqu'à présent, cela a été un véritable défi. Je ne veux pas dire que cela ne s'est jamais produit, mais il semble que ce soit un véritable défi de convaincre les responsables de l'évaluation des technologies de la santé d'accepter d'examiner les essais de phase 2. Nous avons besoin de preuves concrètes, nous avons entendu parler beaucoup, et c'est très important, et comme a dit Michael, si vous n'avez pas ces preuves, eh bien vous n'avez rien du tout. Et puis finalement, enfin, nous avons besoin d'accords de gestion de l'entrée aux médicaments, de l'accès aux médicaments, pardon, pour que tout le monde soit gagnant. Les patients reçoivent les médicaments rapidement, nous recueillons les données, et nous déterminons qui doit payer pourquoi à long terme par le biais d'accords de gestion des entrées. Et donc, c'est plus ou moins l'algorithme, si vous voulez, auquel j'aime penser. Alors, je suppose que c'est maintenant à vous, Ross, de voir si nous avons des questions de la part du public.
Oui, merci beaucoup, Louise, et merci à Mike, Philomena et Winston pour leur présentation complémentaire, ce qui semble tout à fait approprié compte tenu du sujet et des organisations qui nous accueillent. Alors, encore une fois, j'encourage les gens à poser leurs questions dans la section Q et A. Il y a déjà des questions qui nous sont arrivées. Je suis très heureux de les poser. Et je dois également signaler à tout le monde que ce webinaire, tel qu'il a été publié avec la vidéo et les diapositives, sera mis en ligne sur YouTube. Nous enverrons donc ce lien dans le cadre de notre suivi. Nous créerons également une version audio uniquement sous forme de balado. Donc les gens auront donc la possibilité d'écouter, de regarder, de réfléchir à nouveau à l'avenir avec ces informations que nous communiquerons après la conclusion officielle donc à 14 heures de cette conférence. Restez donc à l'écoute pour notre suivi sur les différentes plateformes disponibles. Alors, je commencerai donc peut-être par une question sur les données et l'infrastructure. Un certain nombre d'entre vous ont parlé de cette sorte de déconnexion entre ce que nous aimerions avoir accès et ce à quoi nous avons idéalement accès aujourd'hui. Et je me demande peut-être, Winston, je peux commencer par vous, quels sont selon vous les plus grands défis liés à l'insuffisance des données ou à leur non-intégration ou à leur non-interopérabilité? Quels sont selon vous les plus grands défis liés au fait de ne pas disposer de ce que l'on souhaiterait avoir pour effectuer l'analyse qui sous-tend une grande partie de ce dont nous avons parlé? Eh bien, je pourrais peut-être revenir et continuer à énumérer ces points douloureux, mais je pense qu'il y en a quelques-uns qui sont importants. Je suppose que lorsque on parle donc d'autres pays, de pays en Europe, il y a nous suggérons que le Canada est un grand pays, que tous les systèmes de données sont reliés et harmonisés, mais en fait il y a une douzaine de systèmes de données différents. Donc même si nous voulons vraiment des données pan-canadiennes, il est très difficile d'extraire des données ou de fusionner des données ou de fédérer des données au-delà des frontières provinciales. Et je sais qu'il y a des initiatives en cours pour y parvenir, mais l'horizon temporel de ce genre d'initiative est long et probablement un certain nombre d'années avant de voir que cela se concrétise. C'est donc une question plutôt délicate. Pour les tumeurs rares, par exemple, il est très difficile d'utiliser les données d'une seule province ou d'une seule juridiction. Et je pense donc que cela a été le défi. Et donc c'est la collecte des données. Je pense que l'analyse est une autre question. Je pense que l'époque où nous pouvions travailler sur le côté de notre bureau et avoir une feuille de calcul Excel ouverte est révolue. Et de faire une analyse rapide et de la publier. Non, je pense qu'il faut de l'expertise et de la formation pour véritablement traduire les données en preuves. Et je m'inquiète un peu lorsqu'une personne non formée manipule des données, car c'est ainsi que l'on obtient de mauvais résultats dans le cadre donc des preuves empiriques. Et c'est ainsi qu'on obtient de mauvais résultats, qu'on brouille les pistes. Un mauvais résultat de données empiriques, ce ne suffira pas à dissuader donc un décideur d'adopter le LPR. Et donc l'anecdote que je donne et que je ne m'aventurerai jamais dans des essais de phase 1 parce que je n'ai pas été formé pour cela. Et je dirais que si vous n'avez pas été formé pour EEPR, vous devriez probablement chercher des collaborateurs qui ont eu bonne expérience dans ce domaine. Et je pense que nous voulons nous assurer que tout ce que nous produisons est de qualité décisionnelle. Donc je pense que ce sont là les deux points les plus importants. Merci beaucoup, Winston. Et Louise, Philomena ou Mike, voulez-vous intervenir sur les questions de l'infrastructure ou devrions-nous continuer? Eh bien, si je peux me permettre, Ross, Mike a fait vraiment un très beau travail. Nous ne pouvons pas produire de preuves et de données réelles si les patients n'ont pas accès à ces technologies innovantes. C'est tout simplement impossible. Et l'un des points que je voulais vraiment soulever en tant que responsable d'un groupe de défense des patients, c'est que nous sommes chargés de veiller à ce que nous soumettions des preuves très réfléchies, très convaincantes pour les patients. Et étant donné qu'un certain nombre d'essais cliniques sont essentiellement réalisés bien avant que nous ne soyons chargés de soumettre ces données aux patients, l'accès aux patients qui ont cette expérience vraiment importante pour exploiter ses valeurs, ses priorités, ses préférences, lorsqu'il s'agit de la thérapie donc à l'étude, doit vraiment être l'un des plus grands défis que doit relever un groupe de défense des patients.
Parce que au Canada, du moins, c'est probablement la même chose dans le monde entier. Nous ne pouvons tout simplement pas avoir accès à ces patients. Ils ne sont tout simplement pas là. Ils n'ont pas nécessairement cette expérience. Les preuves du monde réel sont tout simplement pas à notre disposition. C'est donc un très très bon point que Mike a soulevé. Merci Mike. Oui, je vous en prie. Euh, Peut-être, j'ajouterais peut-être un petit peu quelque chose. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Winston en ce qui concerne donc des grands obstacles, les défis auxquels nous sommes confrontés dans notre système. Je pense qu'il y a une autre chose à laquelle nous devrions réfléchir, et cela a été porté à mon attention récemment cette année lors d'une conférence précédente. Lorsque nous parlons de données et des infrastructures en tant que partie intégrante du système de santé, elles n'ont pas été pleinement intégrées à notre système de santé. Donc écoutez, un comité de planification hospitalière, en particulier en Ontario par exemple, si vous êtes le responsable de la planification d'un hôpital et que vous présentez au gouvernement provincial une demande de financement pour votre hôpital et vous ajoutez, et je sais que c'est différent en Colombie-Britannique et au Québec, mais en Ontario, si vous ajoutez qu'une partie de ce financement est destinée au développement d'un centre de soins de longue durée, eh bien, vous pouvez vous attendre à ce qu'il y ait donc une augmentation du nombre de patients. Les scientifiques, donc, ça ne va pas être approuvé, donc, comme je le disais, parce qu'ils ne pensent pas que l'infrastructure numérique devrait payer pour cela, pour ce budget. Et donc, ensuite, vous devez aller à la fondation, aux différentes ONG, aux œuvres de bienfaisance, etc. Et donc, tout cela doit être donc soulevé pour pouvoir payer à cette infrastructure numérique. Donc si nous voulons développer une expertise en matière de données, si nous voulons mettre en place des installations et des capacités d'analyse de données et de traitement numérique et de toutes ces choses qui sont si importantes pour l'avenir des soins de santé, nous devons les intégrer au système de santé. Nous devons reconnaître qu'il s'agit d'une valeur dans laquelle ça vaut la peine d'investir. Et les budgets des soins de santé doivent être consacrés à ce type d'infrastructure. Alors, je sais qu'il y a du travail en Ontario. Nous travaillons avec la Colombie-Britannique, avec nos collègues du Québec, pour tenter d'accroître nos capacités donc à le faire. Mais nous sommes encore très très loin du compte. Oui, j'aimerais dire que l'une des questions qui me semble très importante, c'est l'éducation du public, des patients, à l'importance des données et de la collecte de ces données. Je pense que de manière générale, il n'y a pas vraiment une bonne compréhension en général quant à ces données. Et je pense que c'est regrettable parce que, pour répondre à votre point de vue, au point de vue de tout le monde, vous n'avez pas le genre de pression sur le système pour que ces choses fassent partie du système. Et bien sûr, cela s'explique en partie par la crainte de ce qui sera fait de leurs données. Est-ce que ça se restera confidentiel? Est-ce que ce sera utilisé de manière inappropriée? Mais vous savez, c'est très facile à gérer, je pense, au sein de nos systèmes, si nous voulons le faire. Et c'est pourquoi j'aimerais vraiment que l'on sensibilise davantage le public à l'importance de cette question et qu'ils demandent à leurs politiciens, à leurs bureaucrates et au système de santé d'intégrer ces données dans le système de santé, comme vous l'avez mentionné, Mike. Winston, je ne sais pas si vous voulez peut-être rebondir sur cette question, mais comme Mike parle de l'importance d'intégrer certains de ces récepteurs et de cette puissance analytique dans les hôpitaux, vous avez montré une belle image d'un nouvel hôpital avec tout un tas de gens, tout un tas de bureaux. Avez-vous des réflexions ou des idées sur la manière dont vous avez réussi à expliquer pourquoi il est si important d'intégrer ces éléments dans un nouveau centre de pointe à Calgary? Eh bien, et c'était beaucoup de travail, hein, c'est clair. Ça n'a pas été très facile, hein, malheureusement. Mais pour mettre le crédit sur mon chef, je pense qu'ils ont écouté, qu'ils ont aussi compris la valeur
et qu'il prévoit que la recherche et le développement sur les preuves empiriques jouent un rôle de plus en plus important au cours de l'année à venir. Et cela s'explique en partie par les antécédents de mon équipe, mais aussi cette idée qu'ils avaient dans les années à venir de vouloir être des pionniers et des défenseurs de ce qui est nécessaire. Donc je pense qu'ils l'ont compris. Il y a eu un alignement avec cette vision, donc je les félicite pour pouvoir voir cela. Et pour répondre à votre question, Louis, je pense qu'il peut s'agir d'une bataille difficile. Vous savez, le financement des études sur les preuves empiriques, sur les données empiriques, pardon, est bien inférieur à celui des essais cliniques. Et vous savez, j'aimerais voir plus d'investissement dans les sciences des données et l'infrastructure des données également. Et le financement, c'est, vous savez, une sorte de type de projet. Et donc, c'est très difficile d'obtenir un financement pour l'infrastructure. Je n'ai pas de réponse à vous donner, si ce n'est qu'il faut espérer pour une plus grande mobilisation, une plus grande prise de parole à ce sujet qui permettra de faire avancer les choses. Mais espérons que le public et le panel ici présent plaideront vraiment en faveur de ce type de travail, non seulement pour mon équipe, mais aussi pour toutes les autres équipes. C'est intéressant. Je pense qu'au Canada, nous voyons une situation où les systèmes de santé ne veulent pas nécessairement être les premiers, mais ils ne veulent pas non plus être les derniers. Donc nous pouvons peut-être montrer du doigt les pionniers et les présenter comme des exemples dont il faut s'inspirer pour ne pas prendre trop de retard. Plus facile peut-être que le travail de plaidoyer qui consiste à mettre en place cette infrastructure. Une question intéressante qui vient d'être soulevée à propos des ressources, des capacités des ressources humaines à s'engager, à animer et à réunir dans l'espace donc des preuves empiriques. Il y a beaucoup d'intérêt parmi les acteurs de l'industrie, des décideurs politiques, les universitaires, les cliniciens. Comment pouvons-nous former, attirer, développer, soutenir une nouvelle génération de Canadiens qui se sentent à l'aise avec ces concepts et avec l'interaction de toutes les parties du système santé dont nous parlons ici? Comment trouver des moyens d'accroître la capacité humaine réelle qui permettra à ce travail d'être effectué de la manière dont nous sommes tous si enthousiastes? Peut-être vous avez quelque chose à dire à ce propos-là? Oui, peut-être je peux commencer parce que évidemment c'est lié à un travail que j'ai effectué il y a quelques années. Euh, En réunissant le ministère de la Santé, Santé Canada, et le ministère des Sciences et du Développement économique. Et donc, cette notion que les soins de santé représentent un coût au Canada et est une dépense. Ce n'est pas ainsi qu'il faut voir les choses. Nous devrions plutôt considérer qu'il s'agit d'un investissement et probablement du plus gros investissement que nous puissions faire comme pays. C'est un investissement dans la santé de nos concitoyens, mais c'est aussi un investissement qui pourrait stimuler la croissance économique à des niveaux inégalés par n'importe quelle autre industrie. Si l'on réfléchit à la qualité massive de données sur la santé qui sont générées quotidiennement et si l'on pense à la capacité d'appliquer des professionnels formés et hautement qualifié dans ce domaine de l'analyse de données, de la recherche de données, de l'intelligence artificielle, nous pouvons créer ici une industrie entièrement nouvelle qui pourrait avoir une valeur de plusieurs milliards de dollars. Et nous devons simplement, je ne veux pas dire peut-être moins précieux au sujet de nos informations de santé personnelle, parce qu'il est extrêmement important d'être précieux, de garder ces données pour nous-mêmes, et nous devons comprendre comment les utiliser, comment en tirer parti. Nous devons comprendre ce que ça peut faire pour nous si nous sommes capables d'accéder aux données de santé et de les utiliser à bon escient. Et ce pouvoir est incroyable. Cette force nous permet de sauver des vies, mais aussi de développer notre économie à des échelles inimaginables. Louise, je voudrais m'adresser à vous parce que je vous ai souvent entendu parler avec éloquence du décalage entre ce que les patients ressentent souvent eux-mêmes ou ce que les patients eux-mêmes ressentent à propos de leurs données et ce que les décideurs du système et les défenseurs de la vie privée supposent parfois que les patients ressentent à propos de leurs propres données. Vous voulez intervenir à ce sujet? Oui, oui, absolument. Oui, oui. J'entends tellement de bureaucrates et de politiciens qui se demandent à quoi pensent les patients. Et je me demande toujours à quels patients ils ont parlé. Et vous savez, je n'ai jamais parlé à un patient pendant toutes les années où j'ai travaillé dans ce domaine qui m'a dit je ne veux pas que vous utilisiez mes données pour la recherche. Je ne veux pas que vous utilisiez mes données pour améliorer ma vie et celle d'autres personnes. Alors, quand j'entends ce genre de choses, je
je ne trouve pas de crédibilité à cela et je ne sais pas où devient cette impression. Les patients sont tout à fait disposés à fournir leurs données tant qu'elles sont bien protégées. Et vous savez, nous sommes absolument prêts à les fournir. Nous voulons que la recherche avance. Nous voulons que les preuves empiriques progressent. Nous voulons tout cela. Je ne sais pas où se situe ce fossé entre ce que pensent les décideurs politiques et ce que nous pensons en tant que patients. Mais il semble qu'il y en ait un fossé. Et c'est vraiment regrettable. Winston, je vous laisse la main. Je vous remercie. Je sais que Philomena voulait aussi intervenir. Qu'en pensez-vous? Oui, juste quelques deux remarques. Je voudrais vraiment faire écho à ce que Louise vient de dire, parce que chez O2, au cours de ces dernières années, nous avons formé un conseil consultatif de patients et de fondateurs, parce que nous valorisons vraiment le point de vue des patients dans toutes nos recherches et nos projets. Ils ont le même sentiment. Partent du principe que nous exploitons déjà leurs données. Ils veulent que ces données soient pleinement utilisées pour aider les autres. Ainsi, lorsque je leur dis qu'il est parfois difficile d'obtenir des données et d'y accéder, ils ne savent pas vraiment d'où ça vient. Et ils veulent vraiment exprimer et articuler leur soutien à l'utilisation de leurs données. Et donc, je pense que de plus nous en parlerons, le mieux ce sera. Et je voudrais revenir rapidement sur le renforcement des capacités. Nous formons des stagiaires à la recherche d'une carrière dans l'oncologie. Mais encore là, il n'y a pas toujours de financement pour soutenir ces stagiaires parce qu'il n'y a pas de financement pour les aider. Et donc, je me disais que peut-être un ou deux stagiaires ressorts sont issus de notre équipe chaque année, mais je reviens sur un de mes propres expériences. J'ai obtenu mon diplôme de médecine il y a 20 ans et une fois diplômé, le gouvernement a dit «Oh, nous avons mal calculé, nous avons besoin de plus de médecins». Et donc, ils ont doublé les inscriptions dans les facultés de médecine l'année suivante, mais on ne voit pas le fruit du travail avant 10 ans parce que ça prend du temps pour former un médecin. Et donc, je dirais de rester patient. Dans 5 à 10 ans, vous verrez probablement plus de gens dans mon domaine et dans d'autres centres et j'espère que cela augmentera la capacité d'autres projets. Oui, merci pour cette question. Et lorsqu'on parle de développement du potentiel humain pour capturer les données numériques et le potentiel des preuves empiriques, me semble être quelque chose qui nécessite un certain nombre de conversations avec l'ensemble de l'écosystème que nous devons avoir. Nous allons donc mettre cela de côté pour le moment et nous y reviendrons peut-être. Philomena, qu'en pensez-vous? C'est précisément ce que j'allais dire. J'aborde généralement les questions comme celle-ci qui impliquent des preuves empiriques et des données empiriques d'un point de vue éducatif, parce que l'éducation a tendance à élucider. Alors, lorsqu'il s'agit d'un sujet comme celui-ci, qui nécessite ce que je pense être un investissement à court terme, il a tendance à être compensé par des avantages à long terme qui sont ressentis dans l'ensemble du système de soins de santé. Et donc, il y a tendance à apporter de nombreux avantages sur le long terme. Et je me fais l'écho de ce que Louise vient juste de dire. Nos patients nous disent constamment, utilisez mon expérience, utilisez mon parcours, utilisez mes données, parce qu'elles peuvent potentiellement profiter à beaucoup d'autres personnes qui viendront après moi. Et ils le disent d'une seule voix. Et nous sommes donc tout à fait favorables à l'idée d'investir de l'argent dès le départ pour en tirer des avantages considérables par la suite. Merci, merci beaucoup. Peut-être une question sur la perspective et le paysage mondial, les preuves empiriques, donc cette conversation, comme vous avez tous ici sur la capture des opportunités et la promesse et le potentiel de la médecine de précision, c'est une conversation mondiale. Je sais que vous êtes tous impliqués dans de différents canaux, autour de différentes tables dans le monde. Nous avons vu à travers une lentille un peu en amont, et je pense que l'un des avantages d'arriver un peu plus tard à la fête, c'est que l'on peut voir tout ce qui s'est
passer avant que l'on arrive et profiter des meilleures idées et des meilleurs enseignements des personnes qui sont arrivées plus tôt. Et je me demandais si vous aimeriez peut-être réfléchir à ce que vous avez vu dans d'autres juridictions qui sont pertinentes pour l'expérience canadienne, qui pourraient nous aider à accélérer notre progression. Quelle est la meilleure façon de savoir ce qu'il faut absorber, intégrer ou adopter dans d'autres pays par rapport à ce qui s'y fait ailleurs. Peut-être quelqu'un peut parler du paysage mondial et des implications pour le Canada? Oui, oui, je suis heureux de pouvoir parler. Allez-y, Winston, vous voulez y aller? Non, c'est bon, je peux répondre après vous, c'est bon. Je pense que, comme a dit Ross, nous sommes peut-être un peu en retard, on arrive un peu en retard, mais le retard n'est pas toujours une mauvaise chose en ce qui concerne ce domaine. Je pense que l'une des choses que vous pouvez observer dans des exemples comme j'ai partagé en ce qui concerne les accords d'entrée gérés, nous savons qu'il y a un certain nombre de pays qui ont au moins quatre, comme l'Angleterre, pendant les 10, 15 dernières années, qui ont utilisé des accords d'entrée gérés. L'Italie, la même chose avec la technologie. Donc ce n'était probablement pas de leur côté. Et en ce qui concerne donc la collecte des données, la capacité d'analyser les données. Et donc nous avons remarqué que beaucoup de cette infrastructure est développée par certains groupes. Et en ce qui concerne l'Italie, par exemple, c'est développé par l'industrie, les industries pharmaceutiques, qui doivent payer pour ces registres, pour leur création, pour cette base de données. Il s'agit d'un coût partagé entre tous les membres de l'industrie, mais ils doivent créer des registres de maladies pour collecter les données. Et ces données sont collectées manuellement par des analystes de données et des employés chargés de la saisie de données. Il s'agit donc d'un effet secondaire du fait que la technologie n'était pas encore au point. Mais ils voulaient le faire. C'est ainsi, je pense qu'ils l'ont développé. Mais je pense que le coût de faire cette démarche, le coût est pris en compte dans le coût de l'activité des soins de santé. Il y a donc des ramifications. Je pense qu'à l'avenir, vous savez, ça fait 10, 15, presque 20 ans maintenant que certains de ces registres ont été développés. La technologie a incroyablement progressé au cours de cette période et nous pouvons maintenant faire les choses de manière très efficace et durable. La technologie est là pour nous permettre d'accéder à des données en temps réel et d'avoir des données totalement interopérables d'un site à l'autre avec peu d'efforts. Et il n'y a pas d'intervention humaine. Donc cela peut se faire à un coût très bas. Et si nous le permettons, eh bien, oui, ça, c'est un gros si, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de politiques et de règles, de gouvernance, et peut-être quelquefois des lois sur lesquelles on peut parler, et donc qui nous restreignent pour pouvoir avancer comme cela. Mais si nous pouvons considérer à moderniser certaines de ces politiques, nous pouvons en faire tirer parti de la technologie et construire cette infrastructure pour une fraction du coût qu'elle aurait coûté il y a 20 ans. Et donc j'encourage donc tous ceux qui ont de l'influence dans l'espace politique à examiner les politiques qui régissent l'accès aux données et l'utilisation de la technologie dans l'infrastructure des données pour se demander s'il est possible de repenser certaines de ces politiques et de permettre à la technologie d'intervenir et de nous sauver la mise. Merci Mike. Winston? J'allais également ajouter que il y a eu beaucoup de travail et de progrès dans d'autres pays, dans le paysage mondial. Beaucoup a été fait. Je pense que nous sommes peut-être un peu en retard, mais ceci étant dit, dans des cas de figure où les projets où nous avons pu fournir des données canadiennes, qu'elles proviennent de l'Alberta ou d'autres provinces, les partenaires mondiaux sont très impressionnés par les données dont nous disposons. Et avec les bonnes équipes impliquées par les analyses et les résultats que nous produisons, je pense que si nous utilisons le terme entre guillemets retard, on est en retard, notre rattrapage sera assez rapide une fois que toutes ces infrastructures et les réglementations seront plus ou moins mises en place. Donc je pense donc que le potentiel est vraiment élevé pour que le Canada se mette en avant et devienne donc un leader. Vous savez, ces dernières années, notre groupe a également beaucoup travaillé sur les programmes d'accès des patients et les données relatives aux programmes de soutien aux patients. Ce sont des programmes qui permettent de combler le fossé entre une recommandation positive et le remboursement.
ces programmes fournissent des médicaments complémentaires, donc gratuits aux patients pour une courte période de temps. Et c'est aussi une source de données que nous avons exploitée, que d'autres pays ont remarqué et qui nous faisons. Et donc, encore une fois, il y a certains aspects pour lesquels je pense que nous ne sommes peut-être pas aussi en retard que l'on pense, mais le potentiel est vraiment élevé une fois que les détails et la logistique sont réglés. Oui, c'est un message incroyablement optimiste et important à laisser à la fin de cette conversation, Winston. Merci de l'avoir formulé de manière aussi succincte. Question pour Philomena et Louise. Et peut-être, Louise, nous passerons le relais pour clore cette fantastique conversation. Le rôle des organisations de patients dans cette vaste conversation sur les données. La collecte de données, la gestion des données, l'éducation quant aux données, la supervision ou la direction des registres de données. Parlez-nous un peu de l'évolution que vous souhaiteriez pour ce rôle. Quel serait votre avenir rêvé en ce qui concerne le renforcement du rôle des patients, des associations de patients? Eh bien, peut-être Louise, vous voulez commencer, non Non, non, je ne veux pas commencer. C'est une vraiment excellente, c'est une question excellente. Parce que ce que nous avons fait à CRAN, nous avons organisé notre toute première conférence sur les biomarqueurs au mois de juin. Au cours de cette conférence, nous avons exploré la question des tests de biomarqueurs, de la communication des résultats en temps voulu, des tests donc d'ADN-CT et du profilage génomique et qui nous intéresse beaucoup, ainsi que d'essayer de résoudre tous ces problèmes en adoptant une optique de soins de santé fondée sur la valeur. Et la question des données a été soulevée et des données empiriques et donc des preuves, des évidences empiriques aussi. Et c'est ce que nous essayons de faire, d'explorer cela. Donc jusqu'à cette nouvelle conférence en 2024, nous avons essayé de collaborer avec le plus grand nombre de possible de groupes de défense des patients afin d'avoir une voix forte et cohérente que nous pouvons faire entendre aux décideurs publics, car l'éducation est la clé de ces questions particulières. Et donc, nous nous rapprochons donc à nouveau de notre militantisme en défense des intérêts des patients pour déterminer si nous pouvons officiellement prendre position sur cette question. Cette question est un point nommé. Avons-nous une position officielle à ce jour? Non, car nous aimerions contacter les responsables des groupes de défense des intérêts des patients avant d'établir une position officielle. Louise en fera évidemment partie, ainsi que les autres responsables des groupes de défense des patients à qui nous parlons. Et donc, je n'ai pas de réponse officielle à cette question pour le moment, mais nous en aurons une bientôt, n'est-ce pas? Merci Philomena. Louise, eh bien, je pense tout d'abord que les patients font confiance aux associations de patients. Ils ne font pas toujours autant confiance aux autres acteurs de l'écosystème. Pas autant, n'est-ce pas? Et donc, nous sommes donc un très bon vecteur de transmission des connaissances aux patients et également au public sur ce que ces choses signifient en réalité. Pas seulement en théorie, mais aussi en pratique. Qu'est-ce que cela veut dire en pratique pour vous? Et donc je pense qu'il s'agit là d'un rôle très important pour nous. Et également le rôle de recueillir des données auprès des patients et de pouvoir les intégrer et de les analyser et aider les décideurs à les comprendre. L'une des choses que j'ai faites, je parle de la question de Philomena sur le soin de santé basé sur la valeur. L'un des principes des soins de santé basés sur la valeur est de se pencher sur les mesures des résultats rapportés par les patients. Ce n'est pas ce que les autres pensent que nous voulons comme résultat pour notre santé. C'est ce que nous pensons vouloir. C'est ce que nous voulons qui est important. Et ça, c'est un problème que nous n'avons pas encore résolu. Il semble que tout le monde sait ce que nous voulons, sauf nous, apparemment.
Donc, l'autre petite chose que je trouve embêtant, eh bien, c'est donc ces petits diagrammes circulaires dans notre système. C'est-à-dire, vous avez donc ces petites chartes. Vous avez donc ça va vers les médicaments, ça va aux hôpitaux, ça va aux médecins. Et puis, vous avez une grande partie qui va à l'administration de l'hôpital. Pourquoi est-ce qu'on ne regroupe pas tous ces services? Ce qui fait aussi partie des soins de santé fondés sur la valeur. Et c'est exactement ce dont nous parlons ici aujourd'hui. Si, en fait, nous faisons les tests dont parlait Philomena, l'analyse des données réelles dont parle Winston, et l'élaboration d'accords de gestion des entrées dont parlait Michael, si ces accords permettent d'économiser de l'argent pour le système de santé dans son ensemble, parce qu'ils regroupent tous les services dans la population. Chaque population a besoin. Certaines populations peut-être besoin de plus de médicaments, d'autres peuvent avoir on those rather than saying, well, plus de besoins hospitaliers, mais vous regroupez ces services et puis plutôt que de dire voilà, nous n'avons plus d'argent pour les médicaments cette année, eh bien tant pis, nous n'avons plus de place dans les hôpitaux parce que nous avons épuisé notre budget, tant pis. Je pense que c'est une erreur absolue. Nods from those of us on the camera as you were talking about that, Louise. So thanks for. Nous devrions vraiment renverser toute cette notion. Oui, je vois qu'il y avait beaucoup de différentes réactions que je vois sur la caméra. Donc, je vais revenir vers vous, Louise, une dernière fois pour conclure, mais je voudrais remercier vous tous qui se sont joints à cette conversation très riche, réfléchie et complémentaire, et pour les questions très intéressantes qui ont été partagées avec nous. Je vous remercie également Winston, Michael, Philomena et Louise d'avoir eu autant à dire sur ce sujet et sur tant d'autres et d'avoir associé vos points de vue et vos idées d'une manière aussi utile et opportune. Healthcare Coalition and Louise Connected. Pas la dernière fois que nous faisons cette session. J'espère que vous reviendront avec nous au nom de Resilient Healthcare Coalition et de Louise, donc avec Connected. Je vous remercie. Louise, c'est à vous. Eh bien, je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont jointes à nous aujourd'hui. Et j'espère qu'au moins ça a été éducatif, stimulant. Et puis, bien sûr, j'espère aussi stimulant pour l'action. Et nous devons vraiment aller de l'avant. Nous ne pouvons pas nous contenter de parler. Et puis, bien sûr, je tiens à remercier les panélistes pour leur présentation aujourd'hui. Je pense qu'il est toujours merveilleux de pouvoir d'avoir plusieurs parties prenantes qui travaillent ensemble, car c'est vraiment ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin de tout le monde dans cette conversation. Tout le monde a quelque chose à partager et à apporter. Et donc je pense que c'est vraiment formidable. Et j'aimerais voir un peu plus des personnes des représentants du gouvernement qui puissent nous rejoindre dans cette conversation. Je tiens aussi également à remercier Sentence Health qui a présenté cette conférence au nom de la Resilient Healthcare Coalition, ainsi que Ross qui a été le modérateur. Et surtout, je tiens à remercier mes collègues de Connected, de la Save Your Skin Foundation, ainsi que les organisations et le CCRAN, et les autres organisations qui soutiennent le travail que nous faisons. Je vous souhaite donc de très bonnes fêtes de fin d'année. Reposez-vous car il y a beaucoup à faire l'année prochaine. Merci beaucoup. Parfait, Louise. Merci à tous et on se reverra en 2024. Merci.